Donc, je vais juste commencer par un petit rappel, bon, surtout à destination des organismes agréés, hein, sur le fonctionnement des demandes de fichiers éditeurs sur Platon. Actuellement, vous demandez les fichiers éditeurs avec un EAN, qui peut être un EAN d'un livre imprimé ou un EAN d'un livre numérique. Et certains éditeurs nous demandent à ce que cet EAN corresponde au format que vous voulez recevoir. C'est-à-dire que si vous voulez recevoir un EPUB ou un PDF, vous donnez l'EAN de l'EPUB ou du PDF. Et bon, d'autres éditeurs ne suivent pas cette règle, hein, mais on vous donne quand même cette règle. Ça aide l'éditeur parfois à choisir le bon format. Les formats livrés par les éditeurs dépendent d'un décret qui est paru en 2017 et qui impose de façon préférentielle le format XML pour le dépôt sur Platon. Si l'éditeur n'a pas le XML, il peut livrer le PDF, le Word, l'InDesign, l'EPUB, mais c'est l'XML qui est préféré. Alors évidemment, l'XML convient bien pour les ouvrages littéraires et documentaires, il convient moins bien pour la littérature jeunesse, les ouvrages illustrés, les ouvrages scolaires et les ouvrages à maquette complexe. Dans ce cas-là, l'éditeur livre plutôt l'InDesign et l'EPUB, l'InDesign et le PDF. Je vais couper vos micros, excusez-moi, puis vous les rétablirez pour intervenir. Et donc, sur Platon, il vous arrive parfois d'être confronté à des formats que vous ne pouvez pas exploiter, qui sont souvent l'XML ou l'InDesign. Et donc, à ce moment-là, vous pouvez soit nous contacter si vous souhaitez un autre format, soit faire une déclaration de non-conformité en expliquant que vous n'avez pas les outils pour adapter le fichier éditeur. Et donc, on voudrait un petit peu échanger avec vous dans un premier temps. Donc, cette séance va durer jusqu'à 3h moins le quart. Donc, c'est un Platon Info un peu plus long, mais on voudrait échanger avec vous et avec Basile Mignonneau et Laurette Usan sur vos difficultés à adapter les fichiers éditeurs. Vous pouvez poser vos questions à Basile Mignonneau, qui est spécialiste de l'adaptation des différents formats. Et voilà, on pourra essayer d'avancer un petit peu là-dessus avec vous. Voilà, donc là, c'était mon point de vue Platon. Donc, ce qu'on constate, c'est que vous avez des difficultés avec certains formats. Et je passe la parole maintenant à Basile Mignonneau, peut-être pour vous parler des différents formats éditeurs et de ce qu'on peut en faire en adaptation. Voilà, donc Basile, il faut que vous rétablissiez votre son. Bon. Bonjour à toutes et à tous. En fait, ce plateau info, on en avait discuté avec Véronique Béranger. C'était lié à la journée Platon. On s'était dit que ce serait pas mal de faire une réunion un petit peu avec une partie des organismes adaptateurs qui souhaiteraient participer à cette réunion d'aujourd'hui pour faire un point sur ces formats éditeurs. Donc, comme on est avec Brainnet, l'un des plus gros demandeurs en termes de fichiers sources éditeurs auprès de Platon, on a du coup un panel un peu plus grand en termes d'utilisation des fichiers sources que transmettent les éditeurs sur Platon. Et donc, nous, on utilise à peu près tous les types de fichiers, sauf quasiment le fichier InDesign, parce on demande assez peu d'ouvrages scolaires, mais on sait que Platon, ce que les éditeurs donnent sur Platon, c'est en majorité quand même des fichiers XML et des fichiers PDF. Et malheureusement, je pense que beaucoup d'entre vous n'ont pas forcément toutes les clés ou toutes les compétences ou les outils pour bien utiliser ou en tout cas récupérer le maximum d'informations possibles sur ces fichiers sources pour pouvoir les transmettre après ou les adapter. Donc l'idée, c'était de faire un point un peu avec vous par rapport à ces différents fichiers, vous donner des clés dans un premier temps de ce qu'il est possible de faire avec des noms de logiciels pour vous aider. Et on pensait également avec Véronique peut-être organiser un autre Platon Info pour faire une démonstration
sur quelques adaptations simples de fichiers à partir de fichiers sources, que ce soit du XML, du PDF ou de l'EPUB. Comme ça vous donnera peut-être, si vous ne l'avez jamais fait ou si vous n'arrivez pas à le faire encore aujourd'hui, une idée de comment vous pourriez le faire. Voilà. Donc, comme je vous le disais, vraiment le fichier d'entrée, le plus gros fichier d'entrée que les éditeurs déposent, c'est le XML, parce que c'est ce qui avait été décidé à l'origine quand la loi exception handicap a été créée, et parce que les éditeurs et surtout les personnes techniques du monde de l'édition estimaient, et à juste titre, que le fichier XML permettait de fournir le plus d'informations possible sur le contenu d'un livre, que ce soit les métadonnées, notamment le nom de l'auteur, le titre, le nombre de pages, et toutes les balises attenantes pour garder les styles de l'ouvrage et la mise en page de l'ouvrage. Sauf que le fichier XML, ce n'est pas forcément quelque chose qui est exploitable facilement. Aujourd'hui, l'AVH a une chaîne de production automatisée, mais qui date un peu, pour transformer des fichiers XML dans un autre format. Je sais que Brainnet en a une aussi, mais probablement le GI2A aussi, mais on n'est pas beaucoup à l'avoir. Et c'est quelque chose qui nécessite un développement certain et du temps de test aussi, donc ce n'est pas quelque chose de simple. Donc, nous, on a d'autres méthodes pour transformer le XML en fichier Word, ou en tout cas pour récupérer le texte de manière à peu près complète. Je sais qu'aussi d'autres personnes font des formations pour expliquer un petit peu comment on peut utiliser les fichiers XML et en tout cas récupérer les données. Je pense notamment à un monsieur qui s'appelle Gauthier Chomel, qui est assez connu dans le milieu de l'édition adaptée, qui fait des formations notamment pour expliquer comment réutiliser les données XML à partir d'InDesign. Et il pourra vous montrer d'autres choses. Donc, je vous invite, en tout cas, si vous avez besoin de formations assez complexes, à vous rapprocher de lui, parce que c'est l'un des tout meilleurs sur cette question de la transformation des formats, notamment du XML. Pour ce qui est du PDF, là encore, comme c'est le deuxième, a priori, format déposé par les éditeurs sous Platon, le souci du PDF, parce que c'est souvent ce fichier-là qu'on va recevoir de la part des éditeurs aujourd'hui, quand même, c'est qu'en fonction de la façon dont il a été enregistré, c'est-à-dire par les prestataires des éditeurs, c'est souvent des compositeurs eux-mêmes qui font ça, voire parfois des imprimeurs, parce qu'en général, on récupère les PDF imprimeurs, c'est-à-dire juste avant impression. Et donc, très souvent, il y a des choses comme les traits de coupe qui peuvent nous gêner. Il y a des fois des sous-couches sur les pages PDF qui peuvent ne pas être exploitables, ou qui peuvent faire en sorte que quand vous essayez de récupérer le texte, vous ne pouviez pas. Des fois, elle s'est verrouillée. Des fois, vous avez aussi des PDF qu'on appelle PDF images, où le texte n'est pas du tout récupérable. Il y a plein d'exemples, mais c'est vrai que le PDF, en majorité, peut être récupéré de manière assez simple en utilisant des logiciels professionnels comme Adobe Acrobat Pro, voire on peut aussi faire ce qu'on appelle de la reconnaissance de texte, de l'OCR, avec des logiciels plus poussés comme Abi FineReader. Mais je vous donnerai des liens en fin de réunion pour trouver ces logiciels. Donc, ça donne des clés, en tout cas, si vous voulez convertir ce genre de fichier. Ça ne vous permet pas de garder des mises en page extrêmement poussées, notamment si vous faites des adaptations d'ouvrages complexes, parce que les adaptations d'ouvrages complexes, comme vous le savez, à partir du moment où vous avez des encadrés, où vous avez des tableaux, où vous avez des statistiques, vous ne pourrez pas récupérer ça de manière simple. Donc, ça demande une adaptation beaucoup plus fine. Mais en tout cas, tout ce qui est textuel est vraiment purement de l'ordre du paragraphe ou du titre, vous pourriez le récupérer beaucoup plus facilement à partir d'outils comme ceci. Pour les EPUB, c'est un autre problème parce que les EPUB, en fait, tout dépend de la qualité de l'EPUB d'une part et de sa version. On est aujourd'hui normalement dans une année où les EPUB devraient quasiment tous être en format ce qu'on appelle 3 points quelque chose, au moins à cette version 3.0, voire au-dessus, donc 3.2 normalement. Mais beaucoup d'EPUB sont encore en version 2.
et ils n'ont pas forcément été créés de la bonne façon parce que il y a encore beaucoup d'éditeurs qui utilisent des prestataires, que ce soit en Inde, que ce soit à Madagascar, que ce soit dans je ne sais quels autres pays, mais qui sont faits de manière assez rapide ou en tout cas assez industrielle. Beaucoup d'autres prestataires, par contre, le font en France et des éditeurs le font même eux-mêmes directement chez eux. Donc, on n'a pas d'homogénéité complète sur les formats EPUB, ce qui fait qu'en termes de récupération de données, ça peut être assez aléatoire aussi. Mais vous avez tout de même quelques logiciels comme Calibre qui vous permettent de récupérer des données de manière à peu près correcte. Et après, pour les plus chevronnés d'entre vous, vous avez l'utilisation en script de commande d'un outil qui s'appelle Pandoc. En fait, c'est un outil qui vous permet, à partir de l'invite de commande de Windows, de signaler que vous voulez transformer un fichier, par exemple un fichier EPUB, en fichier Word ou un autre fichier. Ça, c'est quelque chose d'un peu plus complexe, mais ça, à la limite, il faudra qu'on vous fasse une démonstration pour vous expliquer un petit peu plus ce qu'il en est. Donc voilà, l'idée, c'était pas de vous… Et après, il reste aussi les fichiers InDesign. Beaucoup d'entre vous en utilisent pour le livre scolaire. Là, normalement, vous avez quand même un peu moins de difficultés parce que là, vous avez accès au texte, vous avez accès à la mise en page et vous pouvez, a priori, en faire à peu près ce que vous voulez. Donc, je ne pense pas que ce soit forcément nécessaire de revenir sur ces fichiers-là. Mais s'il y a des questions dessus, n'hésitez pas non plus. Donc voilà, je pense avoir fait le tour à peu près de l'utilisation de ces formats. Je ne sais pas, Véronique, si vous avez des choses à ajouter. Votre micro, Véronique. Merci. Je voulais savoir si vous aviez des questions sur le traitement de chacun de ces formats, sur par exemple les verrous PDF, comment les retirer, voilà comment. Donc, je vous laisse la parole quelques minutes sur les fichiers éditeurs, si vous voulez poser des questions techniques, ou sur les logiciels, voilà, ou sur… On peut prendre la main pour demander. Je ne peux pas lever la main. Donc, le XML, il est chez Sofiane, c'est ça? Non, le XML qui posait problème, c'était chez Lisa Heidelman. Et c'était le médecin avec lui. Attention avec ton masque, on ne peut pas comprendre. Ah oui. Excusez-moi, je peux poser une question du coup? Oui, allez-y. Oui. Donc, je suis Anita Dorchi de Clin d'œil 77. Oui. Et, avec mes collègues, nous avons rencontré un problème avec un document XML, le médecin malgré lui, typiquement, qu'on a essayé de convertir, d'ouvrir avec InDesign pour le convertir et ça n'a pas été possible en fait. Il nous affichait des messages d'erreur et dans le fichier, on voyait bien que c'était un fichier qui partait un peu avec des flèches. C'est un peu ce que j'ai pu voir. Et la question qu'on se posait, c'est comment finalement on peut utiliser au mieux ce genre de fichier finalement. Parce que InDesign aurait dû me permettre, mais finalement, je n'ai pas saisi est-ce que c'était finalement le fichier source qui avait une particularité qui faisait que, ou l'utilisation d'InDesign qui n'était pas assez poussée, qui pouvait expliquer que ça ne marche pas. Pour vous répondre, en fait, le problème d'InDesign, c'est qu'à l'origine, même si la couche du logiciel InDesign est du XML, ce n'est pas un logiciel qui est prévu pour intégrer du XML et pour le réingurgiter après dans du texte exploitable. C'est pas prévu, ce logiciel n'est pas du tout prévu pour ça. C'est vraiment un logiciel qui a été créé pour faire de la mise en page. Et normalement, les personnes qui utilisent des InDesign sont des maquettistes. Et leur travail, c'est qu'ils ont le texte déjà corrigé des éditeurs ou des revues de presse ou de je ne sais quoi. Ils le mettent en page avec des images, avec des titres. Mais l'utilisation du XML en passant par InDesign, c'est pas que c'est pas recommandé, c'est que c'est pas prévu pour à l'origine. Donc il y a des manières de le faire, mais vous n'aurez jamais d'assurance à 100% qu'en intégrant un XML dans InDesign, vous pourrez récupérer toutes les données qui sont prévues ou même que ça fonctionne.
parce que tous les XML sont, je dirais pas tous, mais en grande partie différents. Et malheureusement, cette assurance de pouvoir récupérer les données textuelles du fichier InDesign, enfin du fichier XML, ne sont pas assurées en passant forcément par InDesign. La seule manière, si vous voulez, de récupérer de manière vraiment fine un fichier XML, c'est d'ouvrir le fichier XML dans un éditeur de texte HTML, XML, de type Notepad ou d'autres, il y en a des centaines, hein. Oui. Et à partir de là, de faire des copier-coller des parties textuelles. Mais le problème, c'est que vous ne voyez pas la mise en page. Donc oui, vous c'est pas... ça. C'est ça. Et typiquement, je n'aurais pas pu voir, parce que j'ai quand même pu apercevoir qu'il y avait une sorte d'illustration, en fait, finalement, parce qu'il semblait que c'était un texte qui renvoyait avec des flèches vers d'autres textes et ce genre de choses. Parce que j'ai essayé avec un éditeur de texte et finalement, on n'a pas tout le détail du roman. Et quand on n'a ni l'original, ni la vision totale qu'on peut avoir avec avec l'éditeur de texte, finalement, on est très vite limité, en fait, avec le format XML. Vous voyez ce que je veux dire? Votre problème, en fait, ce que vous indiquez, c'est que comme vous avez juste le fichier XML, vous n'avez pas de visibilité sur le document et du coup, pour récupérer les données, vous ne savez pas comment le document voilà, est composé. pour adapter finalement de façon la plus fidèle possible quand même, ce n'était pas possible, oui. Mais parce que vous essayez probablement aussi, et c'est très certainement, je pense, un défaut qu'on a tous, c'est qu'on essaie de coller au plus près, en tout cas, de la maquette éditeur, en tout cas, via la mise en page éditeur. Oui. Sauf que quand on fait une adaptation, le principal de notre métier, c'est quand même d'essayer de récupérer le contenu. Et quelque part, après la mise en page de l'éditeur, même si elle est très importante, on ne peut pas non plus toujours être dépendant des fichiers éditeurs qui nous envoient. Et quand ils nous envoient des XML et qu'on n'a pas l'accès aux fichiers PDF ou en tout cas au livre papier en lui-même, c'est difficile d'adapter quelque chose sans avoir un modèle. Donc, la seule solution, c'est de créer quelque part votre propre modèle par rapport à la mise en page XML prévue. Donc, c'est-à-dire que vous avez quand même, malgré tout, des niveaux de titres et vous avez quand même un ordre chronologique du texte. Donc, vous pouvez au moins partir de là pour adapter quelque chose. Après, ça n'a pas forcément besoin de reprendre tous les standards que l'éditeur a mis en place parce que c'est des standards qui sont faits pour le papier. Et comme on adapte ces choses-là, peut-être pour les réadapter en papier après, en impression de votre côté, mais ça n'a pas particulièrement de sens, en fait, de récupérer la maquette exacte. D'accord, je médite sur ce que vous dites parce que c'est vrai que nous, on essaye justement pour ne pas mettre finalement l'enfant qui est déjà empêché de lire, pour ne pas le mettre plus en difficulté par rapport à ses camarades, on essaye quand même qu'il puisse suivre finalement les indications du professeur, en fait. Bien sûr. Du coup, c'est un peu perturbant par rapport à ça. Surtout si à l'avenir, on se retrouve avec beaucoup de documents XML qui pourraient nous couper de certains, comment dire, de ces aspects visuels qui nous permettent de reproduire un petit peu au plus près, même si j'entends bien ce que vous dites. Hein, c'est-à-dire qu'il est difficile, en tout cas, d'adapter un ouvrage pour un enfant ou quelques personnes que ce soit, si vous l'opposez à des voyants ou des déficients visuels ou peu importe, qui ont, eux, accès à une version papier de l'ouvrage et donc, du coup, qui n'auront clairement pas les mêmes marqueurs que le livre ou le fichier que vous aurez adapté. D'accord. J'entends, oui. Très bien. Et est-ce qu'il existerait un extracteur automatique de numéro de page et de texte, par exemple, d'un fichier XML? Je ne sais pas si on le fait passer dans Word, par exemple, est-ce que Word saurait extraire juste le contenu des balises texte? Ou bien il faut vraiment faire un copier-coller de l'intérieur des balises paragraphes?
Vous pouvez récupérer beaucoup de choses, mais le problème, encore une fois, c'est que tous les XML sont différents en grande partie et que d'un XML à un autre, vous pourrez, nous on a le cas, c'est-à-dire qu'on a des XML qui passent dans notre flux automatique parce qu'ils ont été prévus parce qu'ils ont des caractéristiques dans le code de ces XML qui sont bien pris en compte par notre chaîne. Mais tous ceux qui ne le sont pas, et on est dans de l'ordre du 50-50, c'est-à-dire que 50% passent dedans et 50% n'y passent pas. Et ceux-là, on est obligé de les faire à la main. Donc, quand on les fait à la main, c'est soit on fait du copier-coller, soit on les transforme via des logiciels qui ne sont pas forcément prévus pour, comme InDesign ou d'autres, mais on récupère quelque chose qui n'est pas parfait et qui nécessite un traitement ultérieur pour être mis en page, ou en tout cas lisible, exploitable. Merci. Merci. Paul Séguier du rectorat de Grenoble. J'ai une question concernant les PDF. J'ai pas fait des milliers de demandes, mais sur les 200 que j'ai déjà faites, je suis tombé une ou deux fois seulement, heureusement, sur des PDF qui étaient verrouillés, signés. Et donc, c'était il y a un petit moment, j'ai trafiqué, j'ai bidouillé, j'ai réussi finalement à faire sauter la protection, je crois en passant par l'impression, mais ça a été assez laborieux. J'étais étonné de trouver un fichier signé, en fait, dans les fichiers remis par Platon, et je voulais savoir s'il y avait moyen de faire ça ou pas. Pour les fichiers verrouillés, normalement, ils ne sont pas prévus pour être déverrouillés par nous, techniquement. Donc, à mon sens, quand vous avez des fichiers verrouillés, je pense que, à moins que vous n'ayez pas de retour de l'éditeur, mais il vaut mieux redemander un fichier qui ne l'est pas. Parce que, techniquement, si vous essayez de déverrouiller un fichier PDF, alors vous allez probablement y arriver de manière simple ou non. En vrai, il n'y a pas de manière très simple de déverrouiller un fichier PDF parce que c'est toujours un peu aléatoire et ce que vous allez récupérer en sortie n'est pas garanti non plus. Mais la meilleure façon, c'est vraiment de redemander un fichier qui ne l'est pas parce que c'est vraiment pas fait pour ça. Quand ils verrouillent des PDF, les éditeurs, c'est que souvent, ils le partagent et qu'il y a des données sensibles dessus au moment où ils le font. Mais il n'y a pas de raison que vous ayez un fichier verrouillé puisqu'on est censé pouvoir récupérer le contenu textuel. Donc, c'était un fichier adapté ou un fichier éditeur? C'était un fichier éditeur. C'était Verber, un recueil de comptes assez récent. Oui. Bon, bah, dans ce cas-là, il vaut mieux redemander le fichier en espérant que l'éditeur réponde. D'accord. On va dire que ce n'était pas normal que ce soit ce fichier que je reçois. Okay. Non, pas du tout. J'aurais une autre question, si je ne monopolise pas. Oui, allez-y. En fait, j'ai également rencontré un problème avec un fichier EPUB que j'ai reçu de Platon. Donc, c'était un manuel et j'ai voulu le convertir en PDF. C'était un EPUB, donc je voulais le convertir en PDF avec Calibre. Et il se trouve que au résultat final, en fait, sur toutes les pages à gauche, j'avais une partie du texte qui était tronquée sur toute la page, en fait. Je n'ai pas compris à quoi c'était dû. Est-ce que c'était un problème de dimensionnement? J'ai essayé plusieurs paramétrages, mais rien n'a permis de... Je ne vous invite pas à faire de la conversion PDF à partir d'un EPUB. Vraiment, décidément. Je vous le déconseille complètement parce que, en fait, un EPUB, vous pouvez tous le faire, c'est vraiment très simple. Si vous avez le fichier éditeur, .epub, vous faites un clic droit, vous le dézippez et dedans, vous avez juste des dossiers. Et en fait, le texte est souvent chapitré et dans des pages HTML. Alors, en fonction de comment il a été fait. Mais du coup, vous pouvez toutes les ouvrir directement dans un navigateur web
et faire du copier-coller à partir de là, ou même à partir de Calibre aussi, bon bien sûr. Mais transformer un fichier EPUB en fichier PDF, c'est compliqué parce que ce n'est pas prévu pour du tout, quoi. Vous pouvez convertir un fichier texte, un fichier Word en PDF, un fichier InDesign en PDF ou avec OpenOffice, mais c'est des logiciels de traitement de texte qui sont faits pour être transformés en PDF après. Sauf que un fichier EPUB, c'est déjà un fichier terminé. C'est déjà un fichier qui a été traité. Donc, c'est comme si vous essayez de transformer, je ne sais pas, un livre papier je sais pas, je veux dire, en affiche en affiche, quoi. Ça n'a pas de sens, en fait, de le faire. C'est possible parce que les technologies existent, mais vous n'obtiendrez jamais quelque chose de correct. Pas avec les technologies actuelles et surtout, encore une fois, parce qu'il n'y a pas une homogénéité parfaite des fichiers qui sont produits par les éditeurs. C'est-à-dire que tous les éditeurs ne produisent pas les mêmes types de fichiers. Si tous les éditeurs produisaient exactement le même type de fichier avec les mêmes caractéristiques et les mêmes chartes, il y aurait beaucoup moins de problèmes, mais évidemment, ce n'est pas le cas. Donc, vous ne pouvez, vraiment, je vous déconseille de le faire parce que ce n'est pas quelque chose qui vous donnera un résultat satisfaisant. D'accord. Donc, il vaut mieux pour un EPUB récupérer le texte et en refaire un PDF à partir d'un logiciel de traitement de texte plutôt que de le transformer à partir d'un logiciel de lecture de fichiers EPUB. D'accord. Donc, finalement, si je dézip et que j'ouvre avec un navigateur Internet, j'ai accès au EPUB, quoi. Oui, mais vous pouvez le faire à partir de Calibre aussi simplement. Donc, Calibre vous permet d'avoir la totalité du livre. Quand je vous le dis de le dézipper, c'est plus pour votre curiosité personnelle et pour voir comment ça fonctionne et éventuellement, parce qu'en fait, si vous ouvrez un EPUB, vous avez aussi accès aux images qui font partie. Oui, tout à fait. Si pour une raison XY, vous voulez remettre en page, par exemple, l'ouvrage à partir d'InDesign ou même récupérer les images pour les décrire ou en faire autre chose, vous pouvez toujours les ouvrir une à une et choisir de faire ce que vous voulez avec. Vous avez la main à peu près sur tout, quoi. D'accord. Ok, je prends note. Merci. Là, il y avait 2 questions dans le chat. Donc, pour le script en ligne de commande, quel logiciel utiliser? Je n'ai pas retenu le nom, effectivement. Je vais mettre un lien, Véronique. Ouais, d'accord, merci. Et puis, une question de l'Université de Paris 8 qui pose la question des outils pour lire les EPUB. Bon, moi, je connais Thorium Reader qui est gratuit, mais il y a peut-être d'autres outils qu'on peut qu'on peut indiquer aux étudiants pour pouvoir lire les EPUB. Ça évite de faire une adaptation. Voilà, s'il y a des outils gratuits, faciles à utiliser pour des étudiants malvoyants. Voilà, je ne sais pas si vous en connaissez. Alors, gratuit, vous allez avoir Dolphin Easy Reader, qui effectivement est gratuit, utilisable sur smartphone, tablette, et dont il existe une version payante pour PC, sur Windows. Payant, vous allez avoir Voice Dream Reader, disponible sur tablette et smartphone. Sur PC, je vais vraiment vous recommander Thorium, qui commence à avoir de très bonnes fonctionnalités, notamment en ce qui concerne la basse vision. D'accord. Thorium sur PC. Thorium sur PC, et là, effectivement, pour ce qui est basse vision, dyslexie, on commence à bien avancer. Merci. Bonjour. Oui, on a Guide Reader aussi dans le chat. Oui, bonjour. Oui, bonjour, Antoine Panier, de la médiathèque de Troyes. Juste pour rebondir sur Voice Dream Reader, pour effectivement, en tant que déficient visuel, l'utiliser, je crois que c'est que 20 €. Et moi, ça fait quand même 5 ans que je l'utilise et j'en suis vraiment très content. Que ce soit pour la basse vision ou pour la partie audio, il est vraiment très accessible. D'accord. Et pour le public 10, elle est très, très chouette aussi. Voilà. Voice Dream Reader, pas cher. Voilà, bon, on peut passer peut-être au fichier adapté. Donc, merci Basile Mignonneau pour
toutes vos réponses très précises sur voilà, les questions d'adaptation. Et puis, effectivement, on retient l'idée de faire des présentations, des démonstrations de logiciels. Je crois que ça peut être utile à tout le monde. Et donc, voilà, Laurette Usan, donc on voudrait aborder avec vous la question, cette fois, des fichiers adaptés qui se trouvent sur Platon, qui ne sont pas toujours évidents à récupérer, à retravailler par les associations. Notamment, on a eu des questions dans les Platon Info sur le format DAISY. Et il y a beaucoup aussi d'XML DTBook sur Platon pour ce qui est de la littérature. Donc, que faire avec un format DAISY? D'abord, qu'est-ce que le format DAISY? Et ensuite, voilà, comment on peut les appréhender, en faire des adaptations. Alors, le DAISY, c'est un format qui est né au début des années 90. La première version, DAISY 1, était une version propriétaire, mais très rapidement, on a abouti en 96 à un format open source créé et géré par un consortium de bibliothèques spécialisées dans les publics en situation de handicap empêchant la lecture, le consortium DAISY. Donc, ce consortium DAISY regroupe tous les gros acteurs mondiaux de l'édition adaptée. Ce consortium DAISY, il a créé et géré ce format qui était un format à ce moment-là très avancé. On se situe à une époque où l'EPUB n'existait pas encore, il est né quelques années plus tard, et il s'agissait des premiers formats de livres structurés permettant d'utiliser plusieurs versions d'un même ouvrage. Parce que l'intérêt du DAISY, c'est que dans un même ouvrage, je peux avoir la version texte, la version audio, et potentiellement, c'est peu fait, mais potentiellement c'est possible, une version vidéo en LSF par exemple. Et que ces différentes versions peuvent être synchronisées entre elles. Ce qui veut dire que je peux suivre ces trois médias à tout moment de la lecture. Avant d'avoir dans le marché, dans la production grand public, un format qui permette tout ça, il aura fallu attendre l'EPUB 3, sorti il y a quelques années. Donc effectivement, on peut dire que le DAISY est l'ancêtre des formats de lecture grand public actuels. Le DAISY, c'est intéressant d'abord parce que c'est structuré. Structuré, ça veut dire, comme vous le savez, qu'on a une table des matières, qu'on peut se déplacer dans l'ouvrage, donc on peut avoir un rapport actif à la lecture, finalement très proche d'une lecture visuelle. Ça veut dire que je vais également pouvoir... le DAISY lui-même n'impose rien en termes d'affichage. Donc je vais pouvoir afficher mon ouvrage comme je le souhaite. Si ce DAISY est un DAISY texte, qu'il contient la version texte, alors cette version texte, je vais pouvoir l'afficher avec la police de mon choix, avec l'interlignage de mon choix et à la taille de mon choix, avec les couleurs de mon choix. Ce qui est très intéressant pour toute une série d'usages. Et puis ce texte, je vais pouvoir aussi l'afficher en braille éphémère, ce qui là aussi peut être intéressant. Ma version audio, je vais pouvoir l'accélérer, la décélérer et lui faire en monter le son, en baisser le son, etc. Et donc, c'est un format qui est très malléable, très adaptable à une grande variété de difficultés. Cela signifie qu'un même livre, un même fichier, vous pouvez l'utiliser dans une très grande variété de situations. Par exemple, nous diffusons aujourd'hui des livres DAISY audio plus texte, les livres que produit Basile ici présent. Ces livres DAISY audio plus texte, ils sont par exemple proposés sur CD, envoyés à domicile à des personnes âgées malvoyantes. En général, elles utilisent ce CD dans leur lecteur DAISY, oubliant totalement qu'il existe une version texte à l'intérieur. Parfois même, elles l'utilisent sur un appareil qui va simplement lire du MP3 et lire ça comme un livre audio MP3. Ce même fichier va pouvoir être utilisé par un étudiant sur sa tablette avec un affichage très avancé. Ce même fichier va pouvoir être utilisé en braille éphémère ou en alternant lecture audio et braille éphémère par une personne aveugle brailliste. Ce même ouvrage pourra être utilisé par une personne 10 qui, dans un cadre scolaire, pourra l'utiliser comme un support pédagogique en utilisant simultanément l'audio et le texte.
pour améliorer son degré d'automatisation de la fonction cognitive de lecture. Donc, ça permet d'avoir un fichier qui s'adapte à toutes les situations ou à énormément de situations. Le DESI, c'est un format de fichier. C'est aussi un écosystème. Je vous le disais, ça veut dire que pour les livres d'EXI, il existe des appareils spécialement conçus qui vont être particulièrement utilisables, y compris par des personnes très âgées, y compris par des personnes avec handicap intellectuel, y compris avec des personnes qui ont des problèmes moteurs pour appuyer sur des touches, avec donc des appareils spécifiquement conçus pour des publics particuliers. C'est aussi, autour de ce format, existe aussi un écosystème de logiciels de lecture. Et on parlait de Voice Dream Reader, d'Easy Reader. C'est typiquement les applications qui sont utilisées par nos abonnés pour lire ces livres DESI. Et enfin, il y a un autre intérêt du DESI, c'est que comme nous sommes beaucoup à produire, à diffuser et à utiliser ce format, c'est un formidable format d'échange. Parce qu'effectivement, que ce soit au niveau national sur Platon ou au niveau international via l'Accessible Book Consortium dans le cadre du traité de Marrakech, nous sommes énormément à proposer et échanger nos livres, ce qui permet de desserrer un peu la famine de livres et de mutualiser notre effort de production. Ainsi, nous proposons aujourd'hui 53 000 livres audio sur la plateforme EOL, plus des 2/3 de ces livres proviennent d'échanges internationaux avec des partenaires belges, suisses ou canadiens. Voilà pour le DESI. Voilà pour vous donner une idée de tous les usages possibles qu'on peut avoir. Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui veulent poser des questions techniques sur le DESI, sur que faire avec un fichier Oui. Point XML, parce que c'est du XML à l'intérieur, point MP3 et tous les fichiers autour. Voilà, je vous en prie. Il faut activer le micro, il y est. C'est bon, on vous entend. À nouveau Antoine de la médiathèque de Troyes. Juste au niveau du fait que le DESI et audio et texte en même temps, moi quand je télécharge sur EOL, j'ai pas l'impression quand je mets le fichier dans mon Victor Reader, le audio marche bien, mais je trouve pas la partie texte. Alors, quand vous faites une recherche sur vos livres audio, vous pouvez choisir la voix. Choisissez voix de synthèse et vous aurez des livres audio plus texte, full DESI voix de synthèse. Alors que voilà. Et par contre, les livres voix humaines ne contiennent que l'audio. D'accord. Et du coup, la version DESI audio plus texte, il vous faut donner un peu comme au JA, le numéro de série du Victor Reader. Il y a un verrou ou pas du tout? Aucun DRM. D'accord, ok. Non, c'est une politique chez nous. Nous n'appliquons aucun DRM. Ok, super, merci. Oui, bonjour. Si je peux me permettre la voix des livres, je voulais vous demander quel logiciel vous utilisez pour transformer en DESI texte. Je te laisse la main, Basile. Oui. Alors, nous, on fait à l'AVH, à l'association Malentendu, on fait uniquement des full DESI, c'est-à-dire qu'on ne fait pas du tout de DESI texte, on fait vraiment audio et texte toujours ensemble. Donc en réalité, on passe par un ancien logiciel pour l'instant qui s'appelle Easy Converter, qui est un logiciel de Dolphin. Enfin, je vous dis des bêtises, il s'appelle Easy Producer et le dernier logiciel en date de Dolphin s'appelle Easy Converter. Mais nous, on utilise une ancienne version parce qu'elle gère mieux la partie audio. Pour la partie texte, par contre, je pense que vous pouvez tout à fait utiliser Easy Converter qui doit être suffisamment performant pour faire des conversions en DESI texte, à mon avis. Et puis, le consortium DESI propose des outils gratuits qui vous permettent, par exemple, de changer un document Word en document DESI texte. Ben, j'ai essayé, ça fonctionne. J'ai eu du mal. Nous, on enregistre uniquement en voix humaine, DESI, sur le programme Flextalk Recording Software. Donc, c'est vraiment paginé aussi. On pagine en structure comme le livre. Ça reste fidèle au livre, quoi. Quand vous disiez un partage de fichiers, j'ai fait appel à vos services pour avoir un livre. Et bon, ça, c'est pas
ça s'est pas fait, quoi. Comment est-ce qu'on peut faire pour avoir vos livres en tant qu'organisme? On est en train de tout déposer sur Platon. D'accord. Et donc, effectivement, je vous encourage à passer par là. Oui, bah oui, parce que là, c'est vrai que c'était un peu compliqué, quoi. Donc le livre, on l'a pris maintenant, on est en train de l'enregistrer, il va sortir pour la personne, parce que les personnes handicapées, là, vous voyez, j'ai à titre de livre qu'on me demande, et il n'y a personne qui l'a, il n'y a aucun organisme qui l'a. Je suis obligée de faire des recherches chez vous, à la BDEA, à la BNFA, à la BNF, aux donneurs de voix, etc., etc. Donc, on ne peut pas envoyer les personnes handicapées vers tous ces organismes-là chercher leurs livres. S'ils font appel à nous, c'est qu'à un moment donné, ils ont fait confiance à nous. Et voilà, donc c'est bien, c'est bien. Si vous voulez, mutualiser tout ça. En fait, on a tellement de demandes qu'on ne peut pas gérer les échanges bilatéraux avec chaque organisation. On n'aurait pas les forces de travail nécessaires pour ça. Du coup, on préfère passer pour les échanges de fichiers par ces grandes plateformes nationales et internationales que sont Platon et ABC. Mais par contre, vous pouvez tout à fait inscrire vous-même la personne et gérer pour elle le prêt. Ça, ce n'est pas une difficulté. Si vous le souhaitez, c'est vraiment pas une difficulté et on est là pour vous accompagner si vous en avez besoin. Ben ça, je ne savais pas, vous voyez, je pense. Il n'y a pas de problème. D'accord, merci. N'hésitez pas dans ces cas-là à écrire à mediathèque@avh.asso.fr et on vous accompagne avec plaisir. Sur le chat, la différence entre le format DAISY et le format EPUB 3. La première différence, c'est certainement l'écosystème. Parce que l'écosystème de lecture de l'EPUB 3 est naissant. Et une grande majorité des lecteurs disponibles, des applications de lecture disponibles sont inaccessibles. Thorium est probablement le lecteur EPUB 3 le plus prometteur de ce point de vue-là. Le second point, c'est qu'aujourd'hui encore, l'EPUB 3 audio only, théoriquement possible, n'est supporté par aucun lecteur. Ce qui veut dire que si vous avez un enregistrement qui ne contient que de l'audio, vous allez vraiment avoir besoin du DAISY. Ceci dit, après, il faut voir quelles sont les différences entre, si on parle de DAISY 2 ou de DAISY 3, là on va devenir encore un peu plus technique. Le DAISY 2 est plus éloigné de l'EPUB 3 que le DAISY 3. Techniquement parlant, le DAISY 2 serait plus proche d'un EPUB 2 que d'un EPUB 3, techniquement parlant. Je ne sais pas si j'ai vraiment répondu correctement, enfin complètement à la question. Laurette, si tu veux. Vas-y. Surtout la différence principale, c'est qu'un DAISY contient des fichiers MP3 avec ce qu'on appelle des fichiers .smil, qui sont en fait des fichiers qui vous permettent de synchroniser le fichier HTML, c'est-à-dire le texte avec l'audio. Alors qu'un fichier EPUB contient des fichiers HTML ou XHTML avec des images et des fichiers spécifiques qui permettent de gérer, on va dire, toute l'architecture du livre numérique. Mais ils n'ont pas du tout la même visée. C'est-à-dire que l'EPUB est vraiment fait pour être utilisé dans un environnement précis. Et le DAISY, à l'origine, a été fait aussi pour être utilisé dans un environnement précis. Or, avec les évolutions technologiques, l'EPUB 3 qui est en XHTML essentiellement et le DAISY 3 qui aussi gère du XHTML se rejoignent. C'est-à-dire que théoriquement, on pourra normalement, et on peut déjà le faire, mais ce n'est pas encore bien supporté comme le disait Laurette, avoir de l'audio dans un EPUB 3, c'est-à-dire du DAISY 3 dans un EPUB 3, mais le problème, c'est que la partie de synchronisation texte et audio n'est pas forcément efficace parce que les technologies ne sont pas prêtes, ou en tout cas ne sont pas encore prêtes pour ça, et ce qui fait qu'il y a des initiatives du côté de l'IDPF pour travailler sur un autre format qui s'appellerait l'audiobook, donc qui serait un format pur audio, et donc du coup qui se démarquerait de la partie EPUB qui serait plutôt pur texte.
Mais pour l'instant, c'est pas encore, c'est encore en chantier, donc il n'y a pas forcément de raison pour vous de vous intéresser à ça particulièrement, parce que la partie audiobook qui viendrait serait vraiment que de l'audio sans du texte. Et ce qu'on souhaite quand même mettre en avant avec le DESI, c'est la partie audio et texte en même temps. Donc si vous n'avez pas ça, je ne pense pas que ce soit utile pour vous. Parce que sinon, entre guillemets, si on cherche à n'avoir que l'audio, techniquement, les éditeurs peuvent très bien le faire tout seuls et on n'a pas besoin d'adapter les livres. Donc, voilà. Une question au niveau des points SMILE, on peut les ouvrir avec quoi, du coup, comme logiciel? Théoriquement, vous n'avez pas besoin de les ouvrir. Vous ne devez pas y toucher, en fait. C'est parce que ces fichiers-là sont générés une fois que vous avez converti votre fichier en DESI. Donc, ils ne sont pas faits pour être touchés ou modifiés à la main. Enfin, je veux dire, à moins d'être un ingénieur spécifique qui travaille dessus, mais ce n'est pas fait pour ça. Il vaut mieux reconvertir le fichier que d'essayer de toucher un fichier comme ça. Alors, du coup, c'est pas dans ces fichiers-là qu'on trouve le texte, du coup? Non, vous trouvez le texte dans le fichier HTML à l'intérieur de DESI. Ok, très bien. Puis-je poser une question? Oui. Oui. Je voudrais savoir si vous connaissez un outil sous Windows qui lit donc les DESI et permettent en quittant l'application, de conserver l'endroit où on était resté. La suite Dolphin, Dolphin Easy Reader pour PC ou Dolphin Guideline. Ce sont des logiciels gratuits? Non. Ou payants? Payant. Amis, en théorie, permet de le faire, en théorie. Mais Amis n'est plus maintenu. Amis, c'est gratuit. Ah. D'accord. Vous pourrez mettre ça sur votre compte rendu? Je vous enverrai le chat. Donc, c'est Dolphin Easy Reader. Et puis l'autre, j'ai pas… Dolphin Guideline, c'est la même entreprise qui fait ça. Dolphin Guide, pardon. Dolphin Guide. Et donc Amis, le logiciel open source gratuit du consortium DESI. C'est écrit comment ça? Pardon. Amis, A-M-I-S. Oui. A-M-I-S, c'est bien ça. D'accord. Merci, madame. Voilà. On a une question d'une personne de PEP45, mais quelle piste pour des voies de synthèse gratuites ou payantes à défaut de pouvoir s'enregistrer? Qu'est-ce que vous pourriez préciser votre question? Parce que je n'ai pas bien compris la question. Pour trouver des voies… vous poser… C'était… Oui. Oui. Mais si vous voulez, ce que l'on cherche, c'est d'avoir à peu près l'équivalent, par exemple, du Victor Stream ou de ses équivalents sous Windows. Les gens qui ont un ordinateur Windows et qui voudraient lire, si vous voulez, un livre directement. Donc, un logiciel gratuit de lecture de… La lecture, ça pose aucun problème, mais c'est de pouvoir quitter l'application et conserver en mémoire l'endroit où c'était arrêté. Bon, c'est ce dont on vient de parler, oui. Voilà, c'est ça. D'accord, entendu. Voilà. Concernant la question des PEP45, les voies de synthèse gratuites, c'est ce qu'on a sous Windows 10 maintenant. Il n'y a pas besoin d'acheter de voies de synthèse pour convertir un texte en MP3 avec un logiciel comme Balabolka. Voilà. Est-ce que ça répond à la question de la personne? Peut-être. Voilà. Merci. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le DESI? Sinon…
voilà, je voulais savoir si vous aviez aussi des questions sur l'XML DTBook ou pas. Non, ça, l'XML DTBook n'intéresse. Pardon, qu'est-ce que c'est? En gros, c'est du DaisyText pour moi, mais après, je laisse la parole au spécialiste. Non, c'est pas C'est un format de production. En fait, le XML DTBook, c'est le format préconisé par le DAISY Consortium pour être utilisé, pour être converti par leur outil qui s'appelle DAISY Pipeline, qui est une conversion automatique pour plusieurs formats. Et du coup, en fait, c'est simplement du XML, hein, mais avec des couches spécifiques pour rentrer dans leur logiciel. Alors, ce qui n'est pas forcément très, très différent de fichiers XML classiques, mais il y a quelques parties de code qui sont différentes et qui permettent au logiciel de reconnaître des éléments qui lui permettent après de le convertir dans différents formats dédiés, notamment en braille, en DAISY 2, en DAISY 3 et ainsi de suite. Mais c'est ce que fournit par exemple BrailleNet. BrailleNet fournit sur Platon du XML DTBook. Théoriquement, à partir de ces fichiers fournis par BrailleNet, vous pouvez les récupérer sur Platon et vous pouvez, à partir du DAISY Pipeline, la version 2 si possible, convertir ces fichiers-là dans des formats qui correspondent à vos besoins normalement. Ils sont exploitables et utilisables. Oui. Il faut préciser que le pipeline est gratuit. Exactement. Merci. Mais on n'a pas beaucoup de téléchargements d'XML DTBook depuis Platon. Hein. Je dois dire que c'est peut-être d'un accès plus difficile. C'est dommage. Ouais. Donc, j'ai mis en ligne un guide pour l'exportation des XML DTBook en Word, c'était un guide fait par 2019, un tutoriel proposé par l'association Valentin Houy et la Bibliothèque nationale de France voilà, en 2019. Vous pourrez nous renvoyer ça par mail, du coup? Je l'ai mis dans le chat et oui, je vais copier tout le chat dans un petit compte-rendu. Entendu. Il n'y a pas de souci, mais comme le chat n'est pas lisible pour moi, du coup, voilà, oui, c'est gentil. D'accord. Bon, je le mettrai dans le corps du mail. Ok, très bien, merci beaucoup. Voilà, donc est-ce qu'on a fait le tour de vos questions? Parce que je vois qu'il est 55, là, on a pris un peu plus de temps. Bon, de toute façon, je pense qu'on va refaire, il y aura une séance peut-être technique vraiment avec Basile Mignonneau sur les logiciels et puis vous pourrez continuer à poser vos questions. Si vous n'avez plus de questions, j'espère que ça a pu vous donner quelques pistes. Oui, une question de monsieur ou madame Pep 45. Oui, nous vous écoutons. Oui. Ab Fond Reader est-il mieux que OmniPage? Vous savez, je ne connais pas OmniPage. Donc, Abi, en fait, ils sont réputés parce que au niveau mondial, c'est quasiment les meilleurs sur la partie reconnaissance de texte. Donc, ils sont réputés pour ça. Après, leur logiciel en lui-même, sans la partie reconnaissance textuelle, est très proche de ce que fait Adobe Acrobat Pro. La différence, c'est que quand vous achetez Abi, c'est une licence unique. Et vous avez pas, alors que Adobe, vous payez au mois. Voilà. Sauf qu'avec Abi, il peut y avoir des bugs, notamment à cause des mises à jour de Windows, et nous, on est obligé de repayer une licence, du coup. Après vous avez des représentants commerciaux en France qui peuvent vous aider, j'imagine. Mais... Ah, d'accord, parce que on avait cherché, on n'avait pas. Du coup, j'avais été obligé de passer par la version américaine, je ne sais plus trop ce qu'ils étaient, mais ils pouvaient converser avec nous qu'en anglais, donc c'était un peu compliqué. D'accord. Sinon, ils ont sur leur site français, ils ont le contact de leur représentant en France, normalement. D'accord, très bien. Et une dernière question sur quelqu'un qui cherche une alternative moins onéreuse à Acrobat Pro pour l'OCR. Si vous avez une astuce. Honnêtement, honnêtement, je trouve que il n'y a pas grand. Je sais pas qu'il n'y a pas grand chose. Il y a des choses, mais
le niveau de qualité proposé par des logiciels gratuits sur de l'OCR, honnêtement, ne sera pas suffisant pour obtenir quelque chose de qualité efficace, à mon sens. Après, je ne pense pas que les logiciels, en tout cas pour que ce soit Adobe ou même Abi, soient des coûts si astronomiques que ça. Vraiment, on est de l'ordre de moins de 300 €, quoi. Donc, Voilà, et une dernière question, effectivement, le nœud de tout ce autour de quoi on tourne, c'est si nous avons des questions pour pouvoir lire certains formats que nous recevons, à qui pourrions-nous les adresser? Et c'est vrai qu'on reçoit parfois certaines questions. Nous, ce qu'on peut faire, c'est que vous veniez avec votre question lors d'un plateau info et que vous demandiez aux autres transcripteurs comment ça se passe. Il y a peut-être aussi des forums de transcripteurs sur Internet. Après, ce qu'on peut aussi faire, Véronique, parce que Ouais. c'est vrai que comme on adapte beaucoup de choses à l'association et qu'on va adapter de plus en plus de choses, on peut peut-être aussi voir peut-être nous créer une adresse spécifique à la VH si vous le souhaitez, où vous pouvez relayer ces questions-là pour qu'on vous réponde. Ce ne sera pas forcément tout de suite, mais au moins qu'on réponde à Platon et que Platon vous réponde, si ça vous intéresse. Elle fera ça avec toi, Lévi ? Oui, je pense que ce serait utile voilà, de développer ça, à voir si c'est viable pour vous. Mais bon, on n'a pas de questions techniques tant que ça. Donc, si on peut vous les relayer à une adresse et communiquer ensuite la réponse à la personne, ça pourrait être bien, oui. On peut tenter ça. Voilà, donc on peut essayer de mettre en place… On ne va pas dire une hotline, hein, c'est quelque chose qui est en plus de nos missions, et donc ce sera des réponses un petit peu étalées dans le temps, et ce ne sera pas immédiat. De toute façon, c'est très bien que vous faites toujours le nécessaire le plus rapidement possible. Donc voilà, ce qui est super. Bon, l'équipe est là, elle vous entend, et ça l'encourage. Donc, merci à tous.